Un voyage d'hiver. Il avait neigé de lourdes barques. Le fracas des montures atterrées sous la charge avait ouvert la nuit de haut en bas et certains petits masques rouges, qui d'ordinaire menaient les ânes jusqu'aux braises bleues de l'aube, se turent, pour reparaître le visage grandi et la voix pleine, alors que les torrents lâchaient leurs singes blancs. Hormis ce cri, rien n'avait durablement transformé l'ordre des choses. Aucun cours d'eau n'avait rompu ses digues. Et au matin, quittant ses cendres, le village avait oublié d'où part le cheminant terreux, grille de l'œil à l'os, lorsque, quittant le rocher le plus haut, il dévale, à s'en rendre maître, la cangasse pentue. Il faudrait, alors, s'asseoir sur le diable et écouter la sagesse de la vieille bête nous traverser le corps. Mais il y avait eu ce cri traçant dans la nuit l'instant où la gorge se mêle au monde. J'ai lu sur le front de ma mère que les morts reviennent, devenus des charrues, et qu'ils mangent les roches les plus robustes, comme si la mort rendait la dent plus dure. J'ai lu encore sur le front de ma mère que les morts sont encombrants comme un siècle, parce que nous ne savons jamais assez tôt leur rendre la besace ou les pains de juillet que l'on mange en novembre sont devenus aussi doux que la vigilance d'un ami. Le village mordait à la pierre haute avec une vue de plusieurs kilomètres sur la plaine et ses murs d'orge sombre, au péristyle qui d'heure en heure se déplace à mesure que le jour passe puis va. Sans doute, l'œil du corbeau y voit-il des ombres d'hospice, puisque dès la première heure, ils sont là, attroupés, au sortir d'une aventure pour témoigner. Le village mordait à la pierre haute où rien ne pousse que l'ardent lichen, abrasif au regard. Le cheminant terreux prend sa course au centre, sur la place bordée de maisons, comme un homme qui regarde ses mains. Il traverse le village, empruntant l'une rue, puis l'autre, jusqu'à la dernière bâtisse. Là s'ouvre la montagne, libre, et toute à elle, dans laquelle il s'élance un moment, sans un mot, hésite jusqu'au premier taillis, se retourne, puis reprend sa marche. Il n'y a pas d'autre sentier du village à la crête rocheuse. Le voyageur arrivait à peine. Marchant de son pas le plus simple, il avait déjà parcouru plusieurs chemins quand il entendit le cri, chant robuste qui vient trahir, au milieu de la nuit, l'arbre entier de l'alarme. Cette route avait toujours été silencieuse, épargnée par les jacasseries et les surgissements trompeurs qui prétendent, à l'égarer dans la lumière éclose, pouvoir faire entrer l'océan sous les arbres à la lueur des feuillages entre eux. Où sont alors les sorcières, ces grandes fouteuses de troubles? Où sont-elles à danser leurs 100 jours quand la montagne n'est plus qu'une sculpture de pin qu'un cri fait vaciller jusqu'à la lie? Le voyageur arrivait à peine, au loin les seuils battaient l'œil, s'inscrivaient avec force dans le paysage. Le cri lui alla droit aux os, sans que rien d'autre n'ait eu lieu. Et dans l'étrange ribambelle des mots qui s'enhardissent d'un sous-bois à l'autre, il ne distingua d'abord qu'un léger pincement, comme s'il s'était, un instant, absenté pour reparaître à la même place. Les arbres, alors, se mirent à lui verser un vin de feu. Il avait neigé de lourdes barques. Les mouvements n'avaient plus l'ampleur des gestes du faucheur à l'automne des orges rouges. Il se trouvait arrêté et grandi, langue sèche que d'autres hurlements font taire avec fracas. Le voyageur se tint une journée à cette place, cherchant de ses yeux à écarter les branches du lointain, au bord desquelles le cri, lui semblait-il, attendait la prochaine nuit pour se déployer à nouveau, comme cette demi-vache pendue, sans autre question, dans l'arrière-salle de la boucherie. Le cri ne l'avait pas effrayé, ne l'avait pas stoppé en pleine course, mais plus il avançait, cette nuit-là, plus quelque chose qui n'avait d'abord été qu'une mauvaise peur prenait place, s'installait jusqu'à s'enhardir à oser une parole, à la manière de ces yeux dont on apprend, en fin de vie, qu'ils n'étaient que les noyaux d'un fruit gros comme le poing.
Il ne marchait plus pour atteindre son but. Le village était maintenant loin derrière et s'il n'y avait eu les chiens pour rappeler les hommes de cette étrange façon, il n'y aurait plus eu en lui la moindre place pour une pensée du village. Il marchait pour comprendre. La route, avec l'élan, était devenue cette compagne indissociable de la pensée qui augure des clairières au milieu du brouillard. Comme à une bouche généreuse, il pouvait adresser chacun des traits qui le traversaient pour se les entendre redire à nouveau et sans cesse. Mouvement qu'à l'étendue, lorsqu'au-dessus des vagues et malgré d'autres souffles, elle vient chercher son reflet dans la pomme de pin. Le cri est maintenant équilibriste. Il marche sur le fil, à la surface du lac. Miroir où mirent en grande vitesse les vieillards devenus rochers de la source. Il ne s'étire pas, ne se dissémine pas ni ne cherche à s'étendre, pour rien au monde perdre ce corps compact, cette robe de souffle qui fend l'air sans découvrir l'abîme, ce pépin de guerre lasse qui éclate en gerbes d'incense sec. Il n'a pour l'aurore aucun autre murmure, ni pour les arbres de terre blanche, battus 100 fois à plat